Le législateur, bon, il a déjà introduit l'obligation de négocier sur la GPEC en 2005. On a vu dans les accords, dans la mise en œuvre des accords, qu'effectivement tous les volets n'étaient pas mis en œuvre de manière équivalente, mais il y avait une volonté en tout cas de négocier sur ces questions d'anticipation et de gestion prévisionnelle. L'ANI du 14 novembre 2008 a renforcé donc cette volonté de légiférer et donc d'associer les partenaires sociaux, ce qui est quand même un élément très important à cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette volonté, elle a été réaffirmée en 2013 avec l'ANI sur la sécurisation de l'emploi et notamment l'article 9 du projet de loi qui porte sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et qui vise à mieux articuler notamment cet exercice de GPEC avec le plan de formation. Ça a été quand même un des constats sortis à l'issue des recherches. C'était, enfin vous l'avez rappelé, hein, la mauvaise articulation, l'insuffisante articulation entre les questions de formation et la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc on peut espérer que l'ANI va en tout cas permettre une meilleure articulation. En termes de suivi, c'est peut-être là que il y a l'intention, puis après il y a le suivi et le contrôle de cette obligation de négocier. Donc c'est une obligation de négocier, c'est pas une obligation de conclure, donc ça c'est déjà un point important. En termes de suivi, la DGEFP a publié en 2008 ses derniers bilans publics des accords signés sur la GPEC, il y en avait 570. Ça couvrait à l'époque 16% des salariés qui appartenaient à des groupes qui étaient obligés de négocier. Ces éléments rappellent évidemment qu'une obligation ne vaut pas une mise en œuvre et qu'il est nécessaire pour l'État aussi de développer des outils de suivi et de contrôle de cette obligation et d'avoir pour cela des systèmes d'information performants. Il y a un défaut d'information, c'est sûr, de la part du législateur sur le suivi de ces lois. Il y a un problème d'effectivité qui n'est pas propre à la GPEC. Hein. Il y a un rapport de l'IGAS sorti à la fin de l'année qui soulignait le problème d'effectivité des lois en matière d'égalité professionnelle et qui renvoyait au même questionnement sur le problème de performance des systèmes d'information et de suivi de contrôle. Les entreprises qui sont soumises à l'obligation mais qui ne la remplissent pas encourent normalement des sanctions au civil. Il y a besoin de prendre en compte, enfin nous on le défend, notamment si on est sur la GPEC, qu'elle doit être autant au service des salariés que de l'entreprise. Et je veux dire que si on part de ce postulat-là, déjà ça peut débloquer aussi un certain nombre de choses. La performance de l'entreprise, s'il n'y a pas de performance de l'entreprise, à terme il n'y a plus de salariés. Par rapport aux obligations légales, je dirais en grande majorité, c'est respecté. L'obligation de négocier. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les accords et quelles sont les pratiques. Ce qu'on constate quand même, c'est que malgré les points effectivement qui montrent que ça n'a pas produit tous les effets qu'on aurait pu espérer, il nous semble que ça va quand même dans la bonne direction. Et je pense que notamment en période de crise, pour s'assurer ou diminuer le nombre de PSE, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui sont rentrées dans des négociations pour trouver aussi un certain nombre de solutions. Alors parfois ça s'appelle des accords qui sont plus des accords compétitivité-emploi, mais il y a quand même des choses qui se font en matière de gestion. Ce qui est un peu délicat, c'est qu'effectivement la GPEC, pour nous, elle a été beaucoup vue par la direction pour faire accepter plus facilement aux organisations syndicales le principe et les contraintes de compétitivité et de performance, parfois justifier le recours sous-traitance, emploi précaire, délocalisation. Donc ça c'est le côté qui nous va un peu moins. Et puis, surtout pour favoriser de la part de l'ensemble des salariés les comportements qu'on cherchait en termes de mobilité, qu'elle soit géographique ou fonctionnelle. Et quand même, en moyenne, ça s'est quand même amélioré. Alors, pas toujours favorablement pour les salariés, mais c'est vrai que en moyenne, les notions d'employabilité, même si c'est un peu contesté, aujourd'hui,
bon, c'est quand même compris. Et ce qu'on peut dire, c'est que les salariés aujourd'hui ne font plus confiance à leur direction pour s'occuper seuls de ce que sera leur parcours professionnel et leur emploi. Pour autant, tout n'est pas réglé, puisque justement, on se rend compte que c'est les salariés auxquels s'adressent un certain nombre de dispositifs et d'outils de la GPEC qui les utilisent le moins. Donc on voit qu'il y a quand même des améliorations à faire, et pourtant, quand on les interroge, ils ne font pas confiance à leur direction. L'autre point aussi, peut-être, qui fait un peu défaut, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans une logique de l'Excelman, c'est-à-dire du reporting à tout va, et la logique de la GPEC parfois aussi rentrée dedans, c'est-à-dire qu'on est rentré, même si c'était plus sur le papier, dans la logique adéquationniste. Donc c'était finalement les tableurs Excel qui disaient un petit peu ce qu'il fallait faire, sans s'occuper réellement du contenu du travail et des collectifs de travail. Le DRH du CNS a dit globalement sur ce sujet-là, la loi, je m'en fous. C'est d'abord un vrai problème de compétence et d'efficacité de l'entreprise. À ce moment-là, des CNS venaient 30 000 salariés, on atteignait les 13 000, on savait qu'on devait continuer à baisser, et on fabrique des produits comme le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui est le produit industriel le plus complexe du monde. C'est-à-dire que sur chaque partie du bateau, il faut être sûr qu'on a la compétence. Quand vous avez 10 personnes qui savent faire un truc, ça va, vous êtes large. Quand vous avez 5, ça devient plus difficile. Quand il vous en reste 2, vous dites tout plat, mais la masse critique est plus atteinte, et donc, compétence extrêmement rare, on fait un bateau tous les 15 ans. Et donc vous savez que si ces personnes-là, cette compétence-là, vous ne l'avez plus, et bien vous mettez tout votre projet à risque. Et donc, on se lance dans une course de vitesse pour identifier toutes les compétences que nous avons, les risques, avec donc une vraie priorité industrielle. Et on embarque dans cette réflexion près de 200 opérationnels pour chaque métier de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on dit, on n'est jamais sûr d'avoir raison. Et pour ça, il y a des instances dans l'entreprise, c'est le dialogue social. Et donc, on va le faire en totale transparence avec les partenaires sociaux. Pas de transparence tout de suite, parce qu'il y a un travail qui se fait en amont sur les métiers, mais transparence au bout, de façon à ce que tous nos points de vue sur le futur des emplois puissent être contestés, puissent être argumentés, et qu'au final, donc, le salarié soit éclairé. Cet accord, on l'a inscrit dans la réalité, on parlait du lien avec la formation. On a fait un petit truc tout simple. On avait travaillé, donc il y avait un certain nombre de process RH, on venait de l'administration, il y a certaines choses qui n'étaient pas terribles. Donc on avait systématisé les entretiens d'activité, entretiens de développement professionnel. Les entretiens, donc on a réussi à avoir 95% d'entretiens d'activité, d'entretiens de développement professionnel. Sur les 95% d'entretiens de développement professionnel, vous remplissez donc quelque chose, c'est qu'est-ce que vous voyez comme projet dans le futur. Et on a glissé une petite case en haut, toute simple. C'est emploi stable, en développement, ou donc en sensible menacé. Et donc vous commencez l'entretien de développement professionnel, et vous avez rempli automatiquement emploi sensible menacé. Donc. Et donc évidemment, quand vous êtes le manager, vous savez que vous allez avoir l'entretien avec l'ensemble de votre équipe. Vous savez qu'éventuellement, c'est l'ensemble de l'équipe qui est en emploi sensible menacé. Je pense encore, alors emploi sensible menacé, ça veut dire, on écrit, je repense à un cas concret, ils sont 15 dans une équipe achat, on dit que vu les évolutions technologiques, ils seront entre 5 et 10 à 3 ans. On essaie de pas trop préciser pour ne pas rentrer dans la culture Excel. On a eu parfois quelques difficultés, notamment là avec un expert auprès du CCE qui nous remettait systématiquement dans la culture Excel. Mais bon, je n'en dirai pas plus pour faire passer les subtilités. Mais du coup, on démarre l'entretien et donc ce responsable hiérarchique, je lui avais dit, vous voyez, au moment où j'avais quitté des CNS, et je discutais, je lui dis, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ? Et il m'a répondu, mais attends, ça a tout changé. Quand tu sais que tu vas voir tes gars et tu dois leur dire qu'ils sont en emploi sensible menacé, ils vont te dire, mais attends, c'est quoi pour moi demain ?
Et donc j'ai dû préparer, réfléchir avec l'agent de maîtrise en fait à quelle était son histoire, qu'est-ce qu'il faisait, quelles étaient ses compétences. Sur la GPEC, j'ai eu une chance, c'est comment on crée la confiance. Et il y a évidemment tout un tas de petits actes. Et là, il y en a eu un majeur, c'est qu'il nous demandait, donnez-nous les plans de charge. Depuis des années, il demandait les plans de charge, donc ce qui était vraiment les prévisions d'emploi, construction bateau par bateau. En fait, il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que c'était, qu'ensuite, ils n'existaient pas. Et je leur ai dit, mais ils étaient persuadés qu'ils existaient. Enfin, je suis persuadé qu'ils n'existaient pas. Bon, ils ne me croyaient pas, mais je leur ai dit, attendez, 1, ils n'existent pas, 2, on va les travailler, on va les créer, et 3, on va vous les donner. Et un beau jour, au bout d'un an, effectivement, ou 8 ou 9 mois, après le travail d'arrache-pied avec la fonction industrielle, on a donné les plans de charge. Et là, ça a été, ok, ils sortent des plans de charge et ils nous les donnent. Et ce truc a été majeur parce que là, on a créé un choc de confiance.